Bonjour à tous, bienvenue donc à cette nouvelle table ronde sur l'intelligence artificielle. Vous savez que le collectif technologique intelligence artificielle du village francophone en est, lui, à sa deuxième édition, puisque nous nous sommes lancés à Vivatech. Quel est le but de ce collectif intelligence artificielle? Eh bien, c'est de mieux connaître les écosystèmes des uns et des autres, de tous ces territoires francophones. On réunit déjà une quinzaine de territoires. On a l'Île-de-France, on a Nantes, on a la Nouvelle-Aquitaine, on a l'Occitanie, la Côte d'Azur, on a Monaco, on a la Provence, on a le Grand Est, on a le Nord, on a les Hauts-de-France, la Moselle. Et pour l'international, on a le Québec, la Wallonie, le Luxembourg et différents pays africains qui, je suis désolée, que je ne peux pas nommer puisque pour l'instant, on ne me les a communiqués que venant d'Afrique. Donc, mieux connaître les écosystèmes et mieux se connaître les uns les autres, c'est aussi développer des opportunités business pour nos fournisseurs de solutions en IA, pour nos startups et nos grands groupes. C'est un effet extrêmement important de savoir ce qui se passe dans les différents écosystèmes parce que ça permet de la mise en lien avec des décideurs, des acheteurs, des collectivités, d'être au courant des nouveaux appels à projets, des AMI, etc. dans chacun des territoires. C'est aussi monter en force sur les salons de la tech, avec des salons phares comme le CES Las Vegas, comme le Southwest, j'arrive jamais à le dire, mais voilà, c'est aller sur tous ces grands salons de la tech, montrer que nous pouvons ensemble, les francophones, relever les challenges de 2021, de 2022. On possède chacun un bout de la solution. On est capable d'adresser des solutions francophones de bout en bout. C'est pour ça qu'on vous a tous réunis aujourd'hui. Aujourd'hui, en marge d'un grand événement, en tout cas dans le monde du divertissement, qui est le Festival de Cannes. Vous savez que le Festival de Cannes est l'événement phare en Europe sur le marché du film. Il devait avoir lieu en mai, il a désormais eu lieu en juillet, c'est pour ça que nous nous retrouvons au mois de juillet. On devait être aujourd'hui, ce soir, plus nombreux sur cette table ronde, mais compte tenu des embouteillages dans Cannes, très peu ont pu nous rejoindre en studio. Et donc, tout le monde fait ça depuis son propre bureau connecté. Ce n'est pas seulement le Covid, mais c'est aussi cette difficulté qu'il y a de circuler en période de festival. Si vous voyez dehors, c'est l'effervescence. Même s'il y a un peu moins d'acteurs américains que d'habitude, c'est l'effervescence. Donc, la thématique d'aujourd'hui, j'en remercie David qui a travaillé sur le sujet, c'est IA et divertissement, ça fait logique. Et c'est important d'aborder ce système, ce volet-là de l'intelligence artificielle parce que souvent, on dit que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer toutes les qualités humaines, qu'elle n'est là que pour nous décharger des tâches ingrates, qu'elle n'est là que pour nous remplacer sur les tâches répétitives. Or, on va voir, peut-être aujourd'hui, et grâce à vous tous, que la créativité et les émotions humaines qui sont générées par le divertissement peuvent être enrichies par de nouvelles dimensions grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je vais, pour ce super panel qu'on a réuni, donc toujours grâce à David Gobey-Kaufmann, David qui est le coordinateur du collectif ICC du village francophone au Québec et qui est le cofondateur de Entertain AI, une communauté qui est là pour favoriser l'innovation et le développement des affaires dans les industries du divertissement et de l'intelligence artificielle. On a donc réuni ce panel magnifique. On a été aidé en cela par Nadia Chibouti de Nantes. Et nous avons donc deux temps. Un premier temps, c'est qu'est-ce que l'IA peut apporter au divertissement? Qu'est-ce qui est innovant que tu as appelé, David, quelle opportunité émerge dans la collision entre les industries du divertissement et de l'IA? Et un deuxième temps, quelles sont les leçons apprises à ce jour dans le développement de collaboration internationale entre les écosystèmes tech et les industries culturelles et créatives? Donc vraiment les deux volets, l'apport en innovation et l'apport pour les écosystèmes. Peut-être David, je te laisse présenter nos deux panels, pardon. Certainement. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer le premier panel, en fait, où on va vous inviter à regarder dans votre boule de cristal pour imaginer le futur de la collision entre le divertissement et l'intelligence artificielle. Pour l'occasion, on a des invités d'un peu partout. Donc, je commence d'abord par souhaiter la bienvenue à Maxime Cotin, responsable, en fait, chercheur en musicologie du Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants, le CTEL. Bienvenue, Maxime. Merci, bonjour. Par la suite, Patrick Lecallet, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Bienvenue, Patrick.
Oui, merci. J'ajoute que je suis aussi directeur scientifique du cluster Ouest Industrie Créative en région Pays de Loire, donc qui s'intéresse beaucoup à ces questions relations numériques et créativité. Splendide. Merci beaucoup, Patrick. Et n'hésitez pas à compléter votre position. Lucie Sassatelli, donc maîtresse de conférences à l'Université Côte d'Azur, qui est également membre de l'Institut universitaire de France et leader pour le 3 IA Côte d'Azur dans le Centre d'excellence européen en IA, AI for Media. Bienvenue, Lucille. Merci, bienvenue, merci beaucoup. Et finalement, Florian Sogg, qui est de la grappe des technologies de l'information du Québec, Numana. Donc, bienvenue, Florian. Merci beaucoup, David, pour l'invitation. Puis pour compléter un petit peu aussi, je suis aussi professeur d'histoire du jeu vidéo et de l'animation 3D pour Rubica Montréal. Splendide. Merci beaucoup d'être avec nous, Florian. Donc, sans plus attendre, on va embarquer dans le vif du sujet. J'aimerais que chacun d'entre vous présentiez votre organisation, votre entreprise et votre intérêt pour le sujet. Donc, je vais revenir au départ et Maxime, à vous. Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc du coup, moi, effectivement, je suis actuellement en post-doctorat à l'Université Côte d'Azur. Donc j'ai un poste de chercheur. J'ai fait une thèse de musicologie qui n'était pas qui n'était pas du tout en rapport avec l'IA au départ, mais du coup, il y a eu un projet qui s'est lancé à l'Université Côte d'Azur, projet Musicia, qui est un partenariat entre l'Université Côte d'Azur et une entreprise, une jeune start-up française qui travaille sur la musique et l'IA, qui travaille sur un logiciel de génération de musique grâce à des techniques d'intelligence artificielle. Donc cette jeune start-up, elle s'appelle Hypstract. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le salon Vivatech. Ils étaient présents à Vivatech dernièrement. Voilà, donc là, en fait, le partenariat dans lequel je suis impliqué, ainsi que Jean-François Trubert du labo CTEL à UCA, nous, on est là pour apporter des connaissances musicologiques et notre expertise musicologique à l'entreprise, à Hypstract, qui, elle, va ensuite utiliser ces connaissances pour générer et développer son projet de composition musicale grâce aux techniques d'IA. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions sur le plan musical, notamment toutes les questions de qu'est-ce qu'il rentre en compte dans la création musicale, dans la composition musicale. Donc il y a tout plein de paramètres à prendre en compte. Et voilà, on essaye de créer des modèles de composition qui peuvent s'intégrer dans l'interface que souhaite développer Hypstract. Donc ça touche vraiment à tous les paramètres du son, les paramètres du timbre, les paramètres de la temporalité, les paramètres de l'espace. Quand j'entends espace, créer de la musique et mettre en scène suivant l'image stéréophonique de la... C'est fascinant. Honnêtement, c'est fascinant. J'imagine que vous êtes en lien dans le collectif Musique Tech qui va être lancé demain. Alors moi, je n'ai pas connaissance de ça. Parfait. Quelqu'un va venir vous en parler. On va faire suivre l'information à Maxime, tout à fait. Super. Et la gentillesse, comme ça, lui aussi, au pied levé, de nous rejoindre. Et Maxime, j'ai juste une micro-question. Pour vous, oui. L'IA, c'est une alliée ou pas pour la musicologie ? Alors, c'est une bonne question. Ça peut être une alliée pour la musicologie. Après, je sais que pour certains musiciens, peut-être, ça peut être vu comme un ennemi. Mais voilà, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis musiciens, et c'est vrai que quand je leur dis qu'on travaille sur un projet de génération, de création de musicale grâce à l'intelligence artificielle, ils ont un peu l'impression qu'ils vont être remplacés, et que justement que la musique va perdre un peu de son âme. Merci Maxime. Merci beaucoup. Patrick Lecalais, parlez-nous de vous et de ce qui vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la perception humaine à la base et sa modélisation algorithmique. Et en particulier, pouvoir mieux développer ou fabriquer, concevoir
des systèmes, de la technologie qui est pour ou par l'humain. Donc, c'est ça qui m'anime au départ. J'ai beaucoup travaillé sur la perception visuelle, mais donc dans des approches très interdisciplinaires, on va dire, dans le domaine de l'informatique, du traitement de signal, mais aussi de la psychologie. Et puis, cette interdisciplinarité, chemin faisant, elle s'est étendue aussi au domaine avec des disciplines créatives, que ce soit du design ou des artistes, des disciplines qui ne sont pas forcément toujours dans le giron académique classique en France, j'entends bien. Hein. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a amené à travailler avec tous les gens qui sont plutôt sur des concepteurs de nouvelles expériences. Donc, la créativité au service de conception de nouvelles expériences. Et puis, bien, moi, je viens toujours avec mon regard un peu de trublion, de technologue là-dedans. Et puis, ben, forcément, l'IA est arrivée. Et enfin, elle était là depuis longtemps, mais là, depuis 15 ans, on ne peut pas l'ignorer. Elle révolutionne pas mal de choses. Et on essaye d'accompagner ce mouvement tous ensemble. Et dites-moi, en termes de solutions que vous avez vues près de vous, que vous avez développées peut-être, est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Qui utilisent l'IA au service de, on va dire, qui implique le divertissement, l'intelligence ouais, le artificielle. divertissement. Bon, alors après, il y a des choses un peu évidentes qui concernent plutôt la diffusion des médias. Et donc, comment l'IA elle a pu révolutionner la diffusion, donc le partage de contenu, rendre presque les contenus accessibles à tous, tout type de contenu. Alors, on peut voir le mauvais côté de certains acteurs de cet écosystème, mais on peut aussi le regarder du bon côté et de se dire finalement, quand grâce à l'IA, on arrive à diffuser du contenu sur des débits, enfin sur des réseaux très contraints un peu à tout le monde, eh bien, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on puisse regarder une série, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, bon, vous voyez bien les gros opérateurs de séries aujourd'hui, qu'on puisse le faire sur un mobile, sur des conditions de débit très, très réduites, c'est plutôt chouette parce que c'est l'accès à la culture à tous. Alors après, comment c'est monétisé, c'est une autre question. Mais ça, on a pu le faire grâce à l'IA. Et on peut le faire pour optimiser la compression, on peut le faire pour optimiser la diffusion. Voilà, donc donc ça, c'est des choses un peu, je veux dire, évidentes, presque qu'on touche du doigt, qui font partie de notre réalité quotidienne de tous. Moi, j'ai vu aussi dans les outils de production comment ça a tout révolutionné, comment c'est en train de tout révolutionner. On parle de accéder au contenu pour tout le monde, mais aussi la capacité quasiment de tout à chacun de pouvoir produire aujourd'hui du contenu de qualité sans avoir forcément une équipe de prod et des moyens de production délirants. Donc ça, les outils de l'IA aujourd'hui, ils décuplent et ils rendent possible à tout à chacun de devenir producteur de contenu de qualité. Donc ça, c'est fascinant. C'est notre quotidien. Et puis, je dirais que les choses un peu plus surprenantes aujourd'hui, c'est la créativité. Et c'est l'IA comme aide ou soutien au processus créatif. Ce qui peut être inquiétant, si je reviens sur ce que disait Maxime à l'instant, peut-être inquiétant pour certains, parce qu'il dit, est-ce qu'on va me remplacer dans mon travail? Mais voilà, donc je ne crois pas que ça soit le sujet. On pourrait y revenir, mais c'est quasiment les mêmes réticences qu'il y a pu y avoir à un moment, on parle de la révolution industrielle, le rapport de la machine à l'homme, qui a été très questionné à la fin du 19e, début du 20e, avec notamment le Bauhaus, qui s'en est un peu emparé, et l'apport des créatifs là-dedans. Peut-être qu'on on a les mêmes questions aujourd'hui à se poser, sauf que la machine, c'est l'IA, et quelle est la place de l'homme dans cette affaire-là, de l'humain? Eh bien, c'est ces choses-là qu'on doit questionner. Et c'est peut-être qu'il y a le nouveau Bauhaus européen qui est en train de naître. Merci pour ce parallèle-là, Patrick. C'est super intéressant. Lucille, qu'est-ce que ça résonne chez vous? Parlez-nous d'abord de vous. Qui êtes-vous? Puis parlez-nous un peu de ce qui résonne quand vous entendez ça.
Alors, donc, moi, je suis maîtresse de conférences en informatique à Université Côte d'Azur. Donc, je suis membre aussi de l'Institut universitaire de France. Donc, juste pour situer, Université Côte d'Azur, c'est une grosse université qui regroupe 17 établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans la région de Nice, Cannes, Sophia Antipolis. Et UCA, elle a été sélectionnée dans les programmes nationaux comme l'une des 10 universités intensives en recherche en France. Donc, je travaille également dans le cadre du 3IA Côte d'Azur, donc qui est un des 4 instituts interdisciplinaires en IA en France. Donc, le 3IA Côte d'Azur est mené par Université Côte d'Azur et est appuyé par plus de 62 entreprises et des startups. Et donc, son ambition, là, c'est de créer effectivement un écosystème innovant et influent en IA au niveau locaux, nationaux, internationaux. Donc voilà, donc dans ce cadre, moi, mes recherches, elles se positionnent à l'intersection entre médias immersifs et intelligence artificielle. Alors plus exactement, apprentissage automatique, mais c'est donc la version, on va dire, majoritaire actuellement de ce qu'on appelle l'IA. Et donc, je suis leader pour le partenaire 3IA UCA dans le projet européen AI for Media, qui est en fait un gros projet qui regroupe 30 partenaires européens académiques et industriels. Et c'est en fait l'un des 4 centres d'excellence européens en IA, qui est pour celui-ci focalisé sur les médias, la société et la démocratie. Et je suis également co-directrice avec mes collègues Jean-François Trubert et Matteo Treleani du centre XR2C2 de UCA, donc du nouveau centre de UCA, qui est en fait un centre de recherche et de création en réalité étendue. Et donc, ce concept de réalité étendue, c'est vraiment un concept qui, à mon sens, est très important dans le futur du divertissement, parce que ça définit en fait un continuum entre environnement réel et environnement virtuel qui permet de créer différents degrés d'interaction avec le réel pour atteindre, on va dire, une expérience accrue du spectacle ou de la connaissance. Et la réalité étendue, en fait, ça regroupe la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte, toute combinaison de ces modalités sensorielles. Et c'est un domaine qui est vraiment en expansion, en particulier dans le domaine du divertissement. Voilà, donc moi, mes recherches, elles s'inscrivent en fait dans le cadre des médias, en particulier des médias immersifs d'approches interdisciplinaires qui vont être pas mal articulées avec de l'IA. Et dites-moi, Lucille, quelle solution ou initiative qui vous étonne le plus actuellement? Alors, il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Je pense que dans le domaine du divertissement, pour moi, c'est d'abord les deepfakes qui sont apparus, qui sont extrêmement importants. Donc, juste pour situer, les deepfakes, c'est le fait de forger, de synthétiser des images ou des vidéos avec le visage d'une personne sans que la personne ait fait ses actions. Donc, on peut penser à des divertissements en France, style Canteloup à 20h40 sur TF1, ou bien ça a été utilisé pour remplacer une actrice manquante dans une série régulièrement diffusée sur France 3. Voilà, donc ça, c'est les utilisations habituelles. Il y a toutes les utilisations néfastes, mais en termes d'IA, ça représente des challenges techniques pour vraiment avoir un rendu réaliste qui est énorme et qui pose actuellement dans l'écosystème, on va dire médias, divertissement, mais notamment réseaux sociaux, des gros challenges auxquels, en particulier, le projet européen que j'ai mentionné s'attaque, identifier si l'arrêt vidéo est vrai, si c'est un fake, et les possibilités que ça amène, évidemment, en termes de création de contenu. Et dans ce cadre-là, c'est relié à tout ce qui est génération de contenu avec de l'IA, que ce soit pour du texte, pour de l'image et de la vidéo, comme je viens de le mentionner, mais également évidemment pour la musique, comme le mentionnait Maxime. Fantastique. Merci beaucoup, Lucille, d'avoir apporté cette initiative-là, parce que c'est en effet majeur et je pense que tout le monde se pose des questions sur où est-ce que ça s'en va et jusqu'à où ça va aller, là. Florian Sog, mon compatriote, comment ça va? Parle-nous un peu de Numana, parle-nous de toi, parle-nous de ce qui t'intéresse. Ça va très bien, merci beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui a évolué beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai un background qui est assez différent de mes 3 compatriotes sur ce panel, parce que moi, je ne suis pas du tout dans le milieu universitaire. Numana, c'est la grappe des technologies du Québec. On a fait un petit repositionnement récemment, puis plutôt que d'être comme une grappe très classique, on a lancé il y a 2 ans un think tank dont l'objectif, c'est de mesurer les impacts des technologies de l'information
sur la société et sur les humains au Québec principalement, puisque c'est là qu'est notre centre d'activité. Et puis de ce think tank, l'idée c'est qu'on réunit les acteurs de l'industrie et des experts de l'écosystème autour des idées et des axes qui sont identifiés. On fait des études d'impact, puis de ces études d'impact-là, on peut déduire des projets structurants qui vont être importants pour développer les industries sur ces axes-là. Et donc, on a une espèce de boucle vertueuse qui se met en place à partir de là. Les axes sur lesquels on travaille actuellement, principalement, il y a un axe sur tout ce qui est santé et technologie de la santé. Là-dessus, actuellement, on a 2 projets, un qui est par rapport au vieillissement de la population et au fait d'aider les personnes âgées à se maintenir à domicile avec de la low-tech. Mais là-dedans, l'intelligence artificielle va pouvoir jouer pas mal. Puis on a un projet qu'on a lancé récemment avec toi, David, en fait, qui s'appelle les Cercles Numana, qui est pour parler de santé mentale et de santé globale avec les chefs d'entreprise en technologie. On a un projet par rapport à tout ce qui est technologie quantique, qui est un secteur qui est en train d'être montant au Québec, qui va probablement être la prochaine révolution qu'on va avoir dans les technologies, si je regarde un peu ma boule de cristal. Et puis, on parle aussi beaucoup de bâtiments empathiques et d'utilisation des données spatiales. Puis ça, c'est tout ce qui est bâtiment intelligent, bâtiment empathique, données spatiales. Il y a énormément de choses qui vont pouvoir se faire parce que c'est des axes qui vont récolter énormément de données. Et puis, on le sait, quand on parle d'intelligence artificielle, le nerf de la guerre, c'est la donnée. Donc, il va y avoir des choses à faire. Puis, au-delà de ça, on a tout un socle sur ce qui est talent et promotion de l'industrie. Et dans cet axe talent, on a lancé l'an dernier, en fait, puis cette année, on va avoir une édition en novembre. On s'est lancé dans une aventure qui s'appelle Campus Party, qui est un grand événement en technologie qui s'adresse aux 16-30 ans à l'international. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années en Espagne. Première édition canadienne, donc l'an dernier, en ligne, en virtuel, avec Covid, avec 30 pays d'un coup, 2600 conférenciers. Et cette année, donc, une édition à Montréal du 5 au 7 novembre. Puis on va inviter tous les gens qui nous écoutent aussi à venir assister parce qu'on sera la seule édition francophone au monde. Donc je pense que ça peut être potentiellement intéressant. Dis-moi, Florian, je sais que tu as de la passion pour les jeux vidéo, tu as eu expérimenté un événement 100% digital. Qu'est-ce qui te frappe là, à la collision entre le divertissement et l'intelligence artificielle en ce moment? Écoute, je ne vais pas parler d'une solution québécoise, mais moi, j'ai été frappé dans le jeu vidéo très, très récemment par un petit jeu indépendant qui s'appelle RimWorld, qui a été développé par une toute petite structure qui s'appelle Ludion. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un jeu de gestion dans lequel il y a un narrateur qui est une intelligence artificielle. Et donc, toute l'histoire et les événements qui vont se produire dans le jeu vont être générés par l'intelligence artificielle en fonction des ressources auxquelles a accès le joueur. Puis là-dessus, il y a plusieurs intelligences qui sont plus ou moins difficiles à gérer pour le joueur. Mais je trouve que c'est une porte ouverte pour quelque chose de très nouveau en termes d'intelligence artificielle. Puis sinon, on a peut-être un peu moins entertainment, mais un beau projet que j'ai vu et qui est très québécois, celui-là, c'est un projet qui s'appelle 10 mois, qui a pour but, on observe au Québec, puis je pense que c'est assez valide en France aussi, beaucoup de problématiques avec la santé mentale et les jeunes, chez nos adolescents. Et 10 mois, c'est un projet qu'ils ont lancé il y a quelques années pour mettre en place une intelligence artificielle conversationnelle qui va fonctionner avec Facebook Messenger, en fait. Donc, on va pouvoir connecter avec une intelligence artificielle, lui parler de nos problèmes comme une espèce de journal intime qui nous répond. Je me rappelle le film Hair avec... Tout à fait. Et l'idée, c'est que cette intelligence artificielle-là, elle n'est pas là pour diagnostiquer ou soigner, elle est là pour être un espèce de screening qui va permettre ensuite de rediriger les jeunes quand il y a un besoin, quand il y a des risques de santé mentale importants, vers des structures spécialisées, vers des psychiatres, vers des psychologues, vers des experts, ou juste leur permettre de se vider un peu le cœur et d'avoir une forme de réponse. Donc ça, c'est un projet qui est soutenu par une organisation à but non lucratif et qui est très intéressante. C'est super intéressant, puis c'est un bel exemple aussi de comment l'expérience du divertissement a un impact sur l'expérience usagée dans une perspective qui n'est pas divertissement en soi, mais qui... C'est ça. Isabelle, jusqu'à date, comment tu trouves cette discussion-là? As-tu des réflexions qui te viennent?
Écoute, c'est très riche hein, et très divers. On passe de la musicologie à la diffusion et au partage de contenu, au processus créatif, à la réalité étendue, au deepfake, au gaming, bien évidemment, hein, puisqu'on on est dans le divertissement. Et on voit que ça peut aller plus loin, puisque ça peut aussi entrer dans la vie intime des gens hein, par le projet de 10 mois et qui, avec un aspect un peu ludique hein, quand même, et un aspect friendly, comme on dit en France, va pouvoir venir aider les plus jeunes qui ont été très impactés effectivement par les confinements et qui a révélé hein, les difficultés de santé mentale chez les jeunes. Moi, je trouve ça très intéressant et ce que j'aimerais peut-être que nos panélistes rajoutent, c'est quel est le next step? Qu'est-ce qu'on va voir arriver sur le marché du divertissement en termes d'innovation parce qu'on voit là, on voit le panel de ce qui peut se faire. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui n'est pas encore résolu, etc. Quelles sont les potentialités? Tu viens d'ouvrir en plus une porte à la question que je vais vous faire passer, c'est qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous voulez pas ou qu'est-ce que vous voulez pas qui arrive, qu'est-ce qui pourrait arriver qu'on ne peut pas arriver. On joue à la boule de cristal. Je vous invite à nous partager vos visions. Maxime? Oui, c'est une très bonne question, effectivement. Ce qui peut, je vais rester dans le domaine de la musique hein, que je connais le mieux. Finalement, ce qui peut arriver, c'est de pouvoir, comme Abstract essaye de faire, de pouvoir vraiment générer de la musique, que l'intelligence artificielle gère vraiment tous les paramètres de création musicale. Et puis dans le même temps, ce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même qu'il reste de la place pour les musiciens et en tout cas, oui, pour le coup, j'aimerais pas que l'intelligence artificielle, par exemple, remplace la musique Elle n'a-t-elle live. pas des limites de toute manière naturelles pour le coup? Oui, je crois qu'il y a des limites techniques pour l'instant qui sont assez grandes. Mais pour le coup, oui, il faudrait pas non plus que ça remplace la musique live, les concerts live et la Il faut production pas. et la performance musicale en concert, quoi. Je m'en occupe personnellement, ça, Maxime. On va s'entendre là-dessus. Là. Merci beaucoup, Maxime. Patrick? Ouais, c'est peut-être la tendance à aller vers l'hyper-personnalisation du divertissement. C'est-à-dire qu'on pourrait presque être chirurgical, produire ce que chaque personne aime. Alors, on peut le voir, je pense, dans le gaming, ça peut être super sympa. Sur d'autres expériences, je ne suis pas sûr que ça soit très souhaitable. Mais voilà, on n'est pas très loin de ça. Donc, finalement, vous servir ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez… Et peut-être que ça appauvrit ça. Et ce n'est pas le sens de la culture. Ce n'est pas forcément le sens de la musique qui était là pour nous rassembler, par exemple. Et on le voit dans les messages politiques, hein, l'hyper-personnalisation fait que, dans les campagnes notamment des États-unis, fait qu'il est très difficile de réunir un électorat derrière. Donc bon, alors c'est un espoir ça, merci de le souligner. L'autre chose, j'ai l'impression qu'avec l'IA, on peut faire plein de choses. On peut faire peut-être des choses peut-être très généralisées. Donc finalement, est-ce que c'est ça le sens du créateur? Est-ce que le créateur, il doit pas peut-être aller plus dans le hasard, dans la sérendipité? Il y a un gros challenge pour l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas capable, l'IA qu'on manipule, on a du mal à l'expliquer. Et donc, elle ne peut pas s'expliquer elle-même. Or, souvent, chez un artiste, il y a une démarche artistique qu'il est capable de formaliser. Il est capable de dire pourquoi il fait les choses comme ça. Peut-être des fois, il n'est pas capable de le faire, mais en tout cas, il y a des critiques qui vont le faire pour lui. Mais c'est souvent un projet artistique, en tout cas, les bons artistes, ceux qui traversent le temps, dont les œuvres traversent le temps, c'est que derrière, il y a quelque chose qui est pensé, réfléchi et explicable. Et l'IA aujourd'hui, ne sait pas encore faire ça. Voilà. Donc, merci. Voilà, le challenge. Merci beaucoup pour ces pensées, Patrick Lecalais. Lucille Sassatelli. Oui. Votre boule de cristal, elle dit quoi?
Alors, moi, je vois plusieurs choses à court terme, à moyen terme. D'abord, à court terme, il y a effectivement toute la partie analyse des médias. Maintenant, on est capable d'analyser les images, d'étudier des trames narratives, d'étudier les représentations des personnages, la façon dont ils sont filmés, le lien avec les questions d'études de médias, donc plus la partie SHS, le lien SHS, sciences humaines et sociales, et informatique. Donc, en particulier avec des questions de genre qui, moi, m'intéressent beaucoup. Comment on représente les minorités à l'écran, notamment les femmes. Alors, quand on dit que les femmes ne sont pas minoritaires, mais enfin, en tout cas, certaines catégories. Donc, l'analyse des images et des vidéos et la génération. Et effectivement, là, on arrive sur de la génération de contenu. On a évoqué donc il a été évoqué le cadre de la narration intelligente. Donc, effectivement, la narration intelligente, c'est quelque chose de très important pour les jeux vidéo. On peut aussi penser à de la narration intelligente à partir de données visuelles pour les visites virtuelles dans les musées, les résumés de matchs de foot. Ça, c'est déjà des choses qui existent, ou de vidéos quelconques. Et quand on parle de génération et donc de lien avec la création, effectivement, on arrive sur les challenges en termes d'IA de l'explicabilité. Et l'explicabilité, à l'heure actuelle, c'est un des énormes challenges qu'on a dans les méthodes, donc en particulier de deep learning, d'apprentissage profond. Et ça questionne aussi ce avec quoi travaille l'algorithme, et en particulier quelles sont les caractéristiques des données avec lesquelles il va travailler. Donc, il y a un lien avec la créativité, et il y a un lien de façon très générale avec les mécanismes en fait, qui sont à l'œuvre et qu'on contrôle ou pas, que l'humain contrôle ou pas, qu'il veut voir ou qu'il ne veut pas voir. Et donc là, en particulier, moi, ce sur quoi je veux insister, c'est le challenge, voire les risques de la discrimination des algorithmes d'intelligence artificielle, ou en tout cas, c'est comme ça que c'est formulé au niveau de l'Union européenne, la discrimination algorithmique, parce que ça a des énormes impacts en termes d'inégalité entre différentes classes, notamment entre les différents sexes. Et ça a été reconnu récemment dans la stratégie pour l'égalité des sexes de la Commission européenne. Et en fait, ça transpire dans différentes phases de la conception à l'utilisation, de la planification au développement, à la prise de décision. En fait, on a les préjugés qui peuvent avoir un impact sur les algorithmes de plusieurs façons. Et en particulier, le problème, il est évidemment dans le choix des données, parce qu'en fait, les données avec lesquelles on va travailler, eh bien, elles vont révéler les stéréotypes, les biais cognitifs qui imprègnent les visions et les décisions des humains, et qui décrit finalement des discriminations consolidées dans la société. Et puis, les algorithmes risquent de perpétuer ces discriminations. Et cela, en fait, pour moi, a une résonance bien particulière dans le cadre du divertissement, où on a tendance à peut-être un petit peu baisser la garde, quelque part, puisqu'il ne s'agit pas de prise de décision sur des systèmes de justice ou de médecine, mais en fait, on sait que le divertissement, donc on parle de films, qu'on parle de contenu immersif, qu'on parle de jeux vidéo, eh bien, c'est un domaine qui a été montré comme crucial dans la formation des représentations avec lesquelles on perçoit le monde, avec lesquelles on perçoit les autres et soi-même. Et donc, pour moi, là, il y a aussi un challenge qui est que tous les acteurs de la chaîne de l'intelligence artificielle doivent avoir des connaissances sur ces risques et doivent être spécifiquement formés pour reconnaître, éviter, tester ces biais lors de la conception d'algorithmes et de leur utilisation, et en particulier dans la création artistique, et en particulier sur des aspects typiquement vidéo, génération de contenu, qui peuvent contenir des biais problématiques, mais pas nécessairement explicites et souvent subtils. C'est un sujet grandiose là, à adresser. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même déjà plusieurs relations internationales basées sur un développement d'intelligence artificielle responsable, dont le Global Partnership on AI qui lie le Canada, la France et plein d'autres pays dans le monde. Fait que j'espère avoir la chance de reparler avec vous à un autre moment. Merci beaucoup, Lucille Sassatelli. Merci. Florian Sog, à toi, ta boule de cristal, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok, moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les trois précédents qui sont dans effectivement les craintes et les choses que je trouve qu'il faut surveiller. J'aurais probablement dit l'une des trois si j'avais parlé en premier. Je vais parler de deux autres choses. Pour moi, dans ma boule de cristal, il y a tout cet axe bâtiment intelligent, bâtiment empathique qui s'en vient, qui est montant, qui va amener beaucoup de données et qui va avoir un impact sur l'événementiel et sur la vie au bureau extrêmement grand. Et je pense que les événements de demain vont être impactés par le fait que les bâtiments dans lesquels ils vont se produire
vont pouvoir analyser ce qui se passe, quel est le flot de visiteurs, où est-ce qu'il faut faire intervenir les gens pour faciliter la circulation, est-ce qu'il y a un problème quelque part. C'est à la fois extrêmement intéressant, extrêmement... ça donne envie et en même temps extrêmement effrayant un petit peu d'un autre côté pour le côté est-ce qu'on va se faire fliquer tout le temps. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte de ce côté-là. Et puis une autre tendance que moi j'observe, c'est que je pense que dans un an ou deux, on va commencer à voir arriver les technologies quantiques aussi fort que la vague qu'a représenté l'intelligence artificielle. Puis ces technologies quantiques, elles vont pas enlever l'intelligence artificielle, elles vont la rendre beaucoup plus puissante et beaucoup plus performante. Donc ça aussi, c'est quand même un petit peu effrayant d'un côté et extrêmement intéressant de l'autre. Donc il va falloir bien s'assurer de voir comment on gère ces choses-là et comment on les encadre avec des humains, pour que ce soit des humains qui restent à la prise de décision. Merci de nous avoir amené là, Florian. C'est en effet super intéressant. Je vais passer la parole à Isabelle, peut-être pour un petit mot de la fin. Oui, le petit mot de la fin, parce qu'on a déjà dépassé notre première demi-heure et que Marc Glenel va nous virer dans la deuxième demi-heure. On assume. Voilà. Donc, magnifique, hein, votre boule de cristal est extrêmement intéressante, extrêmement riche. Hein, se dire que on va pouvoir générer de la musique grâce à de l'intelligence artificielle, qu'on va pouvoir hyper personnaliser, qu'on va pouvoir réaliser comme ça une symbiose avec l'espace, pouvoir aller vers des contenus encore plus riches, extrêmement intéressants. Et à la fois, on retrouve les problèmes que l'on va trouver classiquement dans l'intelligence artificielle, l'explicabilité, l'hyper-personnalisation qui est plutôt un enfermement. L'enfermement sur soi. J'ai beaucoup apprécié, hein, Lucille, ce que tu as dit sur la représentation du monde et ce que l'intelligence artificielle va nous permettre. Et enfin, moi, je vois franchement les bâtiments participer avec nous lors des grands événements. Là, Florian, tu nous as embarqués sur un truc extraordinaire. Merci à tous. Hein, première demi-heure, un peu frustrante, je vous l'accorde, parce qu'il fallait aller très vite. Mais merci à vous tous, parce que ça nous apporte énormément. Et on va continuer ces sujets, on continuera tous ensemble, on continuera à vous tenir au courant de ce qu'on fait. David, je te rends la parole, hein, puisqu'on est toujours à marche forcée. Dans la transition, en fait, je vais remercier tous nos invités et inviter le prochain panel à venir nous rejoindre. Donc, je remercie Maxime Cotin, chercheur en musicologie, centre transdisciplinaire d'épistémologie, de la littérature et des arts vivants, CTEL. Patrick Lecalais, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et beaucoup plus. Lucille Sassatelli, maîtresse de conférence à l'Université Côte d'Azur, membre de l'Institut universitaire de France, leader pour 3 IA Côte d'Azur dans le Centre d'excellence européen en IA AI4 Média, for Media, et Florian Sog dans la Grappe des TI du Québec-Numana. Merci énormément de votre précieuse présence. Et je souhaite la bienvenue à notre deuxième vague de panélistes, nos invités. Donc, je souhaite la bienvenue. Maud Bédard de l'incubateur Zoo à Montréal, bienvenue. Bienvenue, Maud. Salut. Bonjour, merci. Merci d'être là. Raoul Rugamba, fondateur du festival Africa in Color à Kigali au Rwanda et bien plus. Mais merci d'être là, Raoul. Raoul, tu es en mute. Il va venir nous rejoindre. Je pense qu'il y a un petit ça gèle en ce moment. Oui, merci David. Cool, merci d'être là. Et tu es en bas de la caméra aussi. Françoise Thomas, donc chargé des relations Nantes-Québec à la Chambre de commerce internationale Nantes-Saint-Nazaire. Merci d'être là. Oui, bonjour à tous. Et merci d'avoir réagi aussi vite, d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Et on a fait Jonathan Roussel, fondateur de Prologue, donc une start-up divertissement AI à Montréal. Bonjour, Jonathan. Salut à tous. Ça va pouvoir nous en parler un peu plus longuement dans pas long. Et Jean-François Trubert, professeur en musicologie à l'Université Côte d'Azur du campus universitaire de Cannes, donc la Bastide Rouge, qui va nous parler de cet écosystème créatif foisonnant. Merci, Jean-François, d'être là. Oui, bonjour à tous. Alors, donc, le but de la discussion aujourd'hui, à la base, le thème, c'est quelles sont les leçons apprises à ce jour dans le développement de collaboration internationale entre les écosystèmes tech pour les industries culturelles et créatives. Mais à la fin, on veut savoir comment ça se passe chez vous,
comment se développent vos écosystèmes. On a la chance d'avoir des leaders d'écosystèmes, puis on a Jonathan qui est comme l'entrepreneur qui va venir un peu nous challenger sur qu'est-ce qu'on fait de bien, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire Où est-ce mieux. qu'il ira l'année prochaine? Donc, je vais commencer peut-être par inviter Maude à commencer. Donc, Maude, parle-nous. On va se donner un petit 90 secondes pour expliquer en fait Zoo et l'écosystème créatif Tech montréalais. À toi. Beau défi. Merci, 2 minutes. David. 2 minutes. OK. Merci. Alors oui, merci David. Bonjour tout le monde. Maude Bédard-Dufour, comme David m'a présenté, de chez Zoo. Donc, Zoo, c'est un hub créatif montréalais. On a été fondé en 2017, plus activement en opération depuis à peu près 2018. Donc, nous, notre but, le but du hub créatif, c'est de rassembler des entrepreneurs, puis les propulser pour qu'ils développent des projets innovants. Donc, en fait, le hub créatif, Zoo, c'est pas juste un incubateur, donc c'est un écosystème. Donc, quand on parle d'écosystème, on va parler premièrement de notre aspect d'accompagnement des entrepreneurs, donc nos programmes d'accompagnement. Depuis 3 ans, on a reçu plus de 300 candidatures, dont plus d'une dizaine qui viennent de la France, de la Belgique. On a reçu même des candidatures de l'Afrique l'année dernière, donc pour notre programme Focus. Et on le fait à travers 3 programmes principaux. Donc, on a un programme vraiment d'idéation. Donc, on vient voir si un projet, si l'idée d'affaires, on peut faire du millage avec. Et ensuite de ça, on a un programme vraiment de pré-commercialisation. Donc, les entrepreneurs ont un prototype, puis on est en phase de pré-commercialisation. Donc, nous, on est donc hub créatif. On est vraiment à l'intersection de la technologie et de l'innovation. Donc, on va au service du divertissement de l'écosystème culturel créatif. Donc, on va soutenir principalement des projets qui ont des produits à mettre en marché. Et on va le faire, comme je disais, à travers les programmes d'accompagnement, mais aussi à travers des ressources qu'on a mis en place. Donc, on a bâti je ne vais pas ramener le mot écosystème encore, mais au sein de Zoo, donc il y a des outils créatifs. Donc, on est notamment branché au spectre 5G chez Zoo. Donc, on a un laboratoire qui permet de faire de l'expérimentation en 5G, notamment avec des outils qui nous ont été amenés par des grands équipementiers avec qui on est partenaire et par un grand partenaire de télécommunications ici au Québec qui est TELUS. Donc, éventuellement, cet automne, on va aussi ouvrir un lieu, donc un lieu de diffusion pour faire le showcase un peu de l'innovation qui se fait au Québec en créativité numérique, créativité et divertissement. Donc, rapidement, j'ai tenté de faire ça rapidement, mais... C'est parfait. Et je dirais que l'arrivée de Zoo dans l'écosystème créatif québécois a été un levier d'accélération clair. Jonathan va pouvoir nous en parler un peu plus tard. Puis il y a Françoise aussi qui a des relations Montréal-Nantes à souligner. Mais je vais aller d'abord faire un petit tour à Kigali, au Rwanda. Salut Raoul, comment ça va? Salut, très bien, ça va très bien, David, et toi? Et vous? Très bien, merci. Merci d'être là. Dis-nous, Raoul, parle-nous un peu de l'écosystème tech créatif, peut-être African Color, peut-être de d'autres dimensions de votre écosystème. Super. Donc, African Colors, au fait, c'est un catalyseur pour bâtir l'écosystème panafricain des industries culturelles et créatives à travers 3 piliers. L'éducation, on ramène l'éducation, on éduque, on essaie d'upgrade les skills des acteurs de l'industrie culturelle et créative sur le continent. Le deuxième pilier, la collaboration, on crée des plateformes qui ramènent ensemble ces acteurs sur le continent pour qu'ils puissent travailler, accéder à l'information, accéder aux nouveaux marchés plus facilement. Et le troisième pilier, c'est l'accès au financement. On essaie de travailler avec le secteur public et le secteur privé pour trouver des nouvelles formes d'accès aux investissements. Et par rapport aux écosystèmes, sur le continent, c'est encore différent, dépendamment de la région, dépendamment des pays, dépendamment des économies, etc. Mais jusque-là, le côté fintech est accéléré plus sur le continent africain que d'autres secteurs. Là, on commence à avoir
tout ce qui est VR, tout ce qui est AI est en train de s'améliorer sur le continent de plus en plus. Mais maintenant, sur le côté tech dans l'entertainment, c'est encore pas où ça doit être. On est encore très loin là-dessus, mais je pense qu'avec des acteurs, avec des connexions qu'on est en train de créer, des ponts entre le continent africain et le reste du monde, on est en train de voir une amélioration sur ce sujet-là et sur ces thématiques-là. Donc, du coup, on est en train de voir des changements qu'on aura, d'ici 2 ans, on aura des changements vraiment super intéressants dans ce secteur-là. J'entendais qu'à la suite disons, de la pandémie où il y a eu une consommation très élevée de contenu, il y avait eu un intérêt des grands diffuseurs comme Disney, par exemple, de faire des ponts avec des créateurs de contenu provenant d'Afrique. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu vois une tendance de l'intérêt de différents diffuseurs de vouloir diffuser du contenu, des histoires qui viennent des pays africains? Absolument. Le marché africain est important pour l'Africain, mais aussi pour des acteurs mondiaux, global. Donc, on a vu une croissance de Netflix sur le continent. Ils sont sur plusieurs endroits. On a vu Disney qui est en train de vouloir venir. On a vu Apple qui est intéressé à venir. On a vu des acteurs comme Universal, comme Spotify qui ouvre beaucoup plus sur le continent africain. On a beaucoup plus des sociétés aussi africaines qui sont dans le streaming. Donc, la consommation du continent africain est super important et c'est un marché qui est super important. On parle de 1,2 milliard de personnes. Donc, c'est un acteur super intéressant. Vous êtes convaincu, hein, Oui, vas-y. David, il faut qu'on accélère un petit peu. Je suis désolée parce qu'il nous reste un quart d'heure. Parfait. Est-ce que dans 15 minutes, on se fait couper ou on peut poser des questions après? Est-ce que c'est je crains qu'on se fasse couper après. Parfait, on va accélérer. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, je vais aller vers Françoise Thomas. Parle-nous de ce que vous faites à Nantes. Oui, bien sûr, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, très rapidement, je travaille pour la métropole de Nantes, mais je suis basée à Montréal. Donc, je suis à la fois entre Nantes et le Québec. Et donc là, je représente ici la Samoa à Nantes qui a donc développé ce partenariat avec Zoo pour accompagner justement des entrepreneurs culturels et créatifs, donc des deux côtés en fait, à la fois du Québec et à Nantes. Donc au niveau en fait de la Samoa, la Samoa a cette mission en fait vraiment d'héberger, d'animer, de regrouper et de connecter toute la filière des industries culturelles et créatives à Nantes, notamment sur un lieu emblématique qui est donc le quartier de la création sur l'île de Nantes, qui est un quartier qui historiquement en fait hébergeait donc les chantiers navals de Nantes qui ont fermé malheureusement à la fin des années 80, et la ville de Nantes justement a fait le pari à la fin des années 80 et au début 90 a fait le pari justement un peu de miser sur la culture, et donc tout ce quartier en fait a été aujourd'hui réaménagé, réinvesti autour des industries culturelles et créatives. Donc sur 35 hectares à peu près sur l'île de Nantes, on a 15 hectares aujourd'hui qui sont dédiés pour la filière des industries culturelles et créatives, avec justement des lieux emblématiques, notamment pour les entrepreneurs, avec donc la Creative Factory justement qui va héberger, qui va accompagner les entrepreneurs culturels et créatifs. On va avoir également aussi la cantine sur la filière numérique par exemple, et puis on va avoir également des lieux qui sont dédiés pour la partie universitaire, pour les chercheurs, donc avec la Halle 6 par exemple qui est le pôle universitaire dédié aux ICC à Nantes. Le quartier de la création regroupe également l'école d'architecture, l'école des beaux-arts. On a aussi l'école de design qui va réaménager son site sur l'île de Nantes. Donc, on a vraiment tout ce rassemblement des acteurs de la filière sur ce quartier de la création. Et donc, voilà, la Samoa, justement, a ce rôle de fédérer, de connecter tous ces acteurs ensemble. Et puis, voilà, aujourd'hui, on est très heureux d'avoir en plus cette ouverture à l'international qui se fait justement avec Zoo et avec Montréal pour accompagner justement ces entrepreneurs qui veulent à la fois se développer au Québec et les entrepreneurs québécois qui veulent s'intéresser à la France. Merci beaucoup, Françoise. On va adresser ce corridor-là tantôt. Je te remercie beaucoup. Jean-François Trubert, parle-nous de toi, parle-nous de ce qui t'intéresse et de la Bastide Rouge, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Bonjour toute la communauté du village francophone. Alors, avec la Bastide Rouge et le campus créatif à Cannes,
On a bénéficié d'une initiative vraiment remarquable et surtout d'une synergie de toute la collectivité territoriale autour d'un projet de cluster et de hub, on peut dire, entre d'une part les formations universitaires dédiées aux industries culturelles et créatives et de l'autre part un hôtel d'entreprise qui est intégré au campus et qui lui aussi est thématiquement associé aux industries culturelles et créatives. Alors, ça nous a permis en fait de nous positionner sur un objet régional qui s'appelle le Campus des métiers et des qualifications industries culturelles et créatives, qu'on a co-construit avec l'Université d'Avignon en associant 2 lieux, la Villa Créative à Avignon et le Campus Créatif Bastide Rouge à Cannes. Et donc, dans cette opération-là, on est associé évidemment à la région, mais c'est surtout piloté par l'Académie de région qui nous a donné le label Campus des métiers et qualifications. Et ça permet en fait de réfléchir de manière, je dirais, collective avec les industriels, avec Pôle emploi, avec l'AFDAS, opérateur de compétences des ICC dans la région sud, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça nous permet de réfléchir en fait à l'offre de formation de demain, à la compétence de nos métiers dans les industries culturelles et créatives et à se mettre autour de la table pour voir comment on peut donner à nos formations non seulement les compétences et les meilleurs outils aussi techniques pour avancer dans la formation, et aussi comment on peut répondre à ces compétences en tension ou à ces métiers en tension qui se dessinent dans le paysage régional des ICC. Super, merci beaucoup Jean-François. Là, maintenant, on vient de parler des écosystèmes pour soutenir les entrepreneurs. Jonathan Roussel, entrepreneur donc de chez VoiceTrip Prologue. Je te laisse, tu as l'air d'être bien parti. Fait que présente-nous en 2 minutes VoiceTrip, s'il te plaît. Premièrement, juste pour commencer, avant de lancer Prologue, pendant 5 ans, j'étais directeur de création en charge de lancer tous les jeux vidéo d'Ubisoft en Amérique du Nord et en Europe. Et donc, un jour, on a gagné à Cannes avec une campagne, et cette campagne proposait en fait de découvrir l'Égypte ancienne à travers l'engin de jeux vidéo de Assassin's Creed Origins. Donc, on découvrait l'Égypte à travers un jeu sans assassins, en fait, dont le rôle principal, c'est généralement de présenter les assassins. Et ce jour-là, il y a eu un déclic qui s'est fait où je me suis dit, mais ce serait vraiment bien de pouvoir découvrir des environnements, des destinations à travers des engins de jeux vidéo. Et c'est de là qu'est né VoiceTrip. Juste avant, petit détour, on parle d'intelligence artificielle, de créativité numérique. On a créé un autre projet avant qui s'appelle La Voix de Montréal, un projet d'intelligence artificielle appliquée, conversationnelle, où on avait l'occasion de pouvoir discuter avec Montréal. Donc, on clonait la voix de Charlotte Cardin pour discuter avec Montréal, et on était connecté sur 3500 membres de Tourisme Montréal pour pouvoir questionner l'intelligence artificielle et savoir qu'est-ce qu'il y avait de bien à faire à Montréal. La pandémie est arrivée alors qu'on était au hacking de la mairie en mars 2020, et le projet s'est fait mettre sur la glace. Donc, quand on s'est fait mettre sur la glace, on venait de compléter une accélération avec le MT Lab, un accélérateur génial à Montréal en tourisme, culture et divertissement. Et là, on s'est dit, merde, on ne peut plus compter sur cette industrie-là, il faut qu'on revienne à quelque chose qui est plus axé sur le divertissement. Et c'est là qu'on est rentré dans le zoo avec Maud et toute sa gang qui nous ont aidés en fait à recréer un produit from scratch post-pandémique. Alors, VoiceTrip, c'est quoi? C'est des parcours d'expérience mixte géolocalisés qui permettent en fait de découvrir des destinations. Nous, on utilise la réalité augmentée combinée à l'audio spatialisé et un système de positionnement par vision machine pour nous aider à raconter des histoires qui poussent les gens à sortir de leur sofa et à découvrir le monde. Donc, vous le savez, il existe plusieurs plateformes pour diffuser du contenu en VR. Mais le challenge, c'est qu'il n'existe pas encore la plateforme, d'après nous, pour diffuser des vidéos, des courts-métrages de qualité, j'insiste là-dessus, qui vont au-delà des stories Instagram et des visages de chats de Snapchat. Et donc, nous, on sait que les constructeurs de lunettes AR sont déjà à la recherche des meilleurs contenus à l'intersection de la réalité augmentée et de l'audio spatialisé. Et à l'aide des meilleurs studios de jeux vidéo indépendants,
indépendants de Montréal, eh bien, on a commencé à développer des parcours d'expériences créés à partir d'engins de jeu, donc Unity pour être plus précis, sous 2 thèmes qui sont très populaires. Donc, le premier thème, c'est en fait le crime. Donc, les parcours Crime Trip vont découvrir les crimes là où ils ont été réellement commis. Donc, c'est des expériences de réalité mixte. Et les parcours Comedy Trip qui aident à découvrir les particularités atypiques d'une culture à travers le regard des humoristes. Alors, un peu plus le sérieux, le drame et l'humour. Et puis, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est le bon moment? Tout simplement parce que tous les grands constructeurs sont occupés à créer des lunettes qui nous aideront à sortir de notre sofa et à découvrir le monde en réalité mixte. Et pour l'instant, notre plateforme, elle est mobile first, mais tous nos contenus sont glasses ready. Donc, on est prêt pour ces grands constructeurs. Mais le rêve ultime, c'est que, tant qu'à être à Cannes, c'est que VoiceTrip puisse devenir la vitrine des meilleurs contenus du Festival de Cannes pour la réalité mixte. Alors, si vous pouvez nous aider à entrer en contact avec les gestionnaires de Cannes XR. Jonathan, on va continuer juste après parce qu'on va faire comme dans les grandes chaînes de télé, on va faire priorité au direct. On a Georges Gallo qui nous a rejoint. Et donc, on va s'interrompre le temps de l'interview avec Georges. Et on reprend après, ce qui nous laissera de la marge, David, pour continuer la table ronde. Donc, désolé, on continue juste après. Merci beaucoup à tous. David, tu es encore là? Je suis là. Je sais que tu as un peu un timing serré, donc au pire, tu nous embauches en cours de route. Je remercie à tous nos panélistes d'être restés. Vraiment désolé pour cette interruption, mais je pense que c'était inspirant pour nous tous de voir qu'ils n'avaient en aucun cas peur de la technologie et qu'ils prenaient ça pour une véritable opportunité. David, tu continues? Ben oui, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés avec nous. En fait, là, merci Jonathan. Je pense que c'était super intéressant le projet que tu es en train de mettre en place. Ce que j'ai entendu, c'est que Zoo a fait partie un peu de ton pivot. Et ça, c'est super intéressant. J'aimerais nous refaire un tour de table au niveau des relations internationales. C'est-à-dire que je pense que dans le développement de nos écosystèmes, ça part de la base, avec l'accompagnement, le lancement d'organisations. Puis là, on tombe tranquillement dans des entreprises un peu plus matures ou des produits qui born global. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement pour accélérer la commercialisation à l'international des entreprises de vos écosystèmes? Qu'est-ce qui est mis en place? Quelles sont les leçons que vous avez apprises? Ou peut-être quelles sont les questions que vous avez? C'est-à-dire comme on aimerait bien faire ça, on ne sait pas encore comment, mais c'est par là qu'on s'en va. Maud Bédard-Dufour de Zoo, as-tu une réflexion pour nous? Oui, dans le sens où, de notre côté, on a pu bâtir des relations avec des contreparties, donc dans des villes, principalement pour l'instant en France. Donc, on a un partenariat avec Nantes depuis déjà presque 2 ans là, maintenant où, la volonté, c'est vraiment de faire des échanges d'entreprises, mais également plus largement de créer des événements et de réfléchir ensemble au futur du divertissement. Donc, pour ça, on va mettre en place prochainement à l'automne, donc des premiers événements miroirs, si on veut. Donc, on va profiter normalement de la venue d'une délégation nantaise à Montréal pour faire un premier pas dans cette voie-là. Également, on a pu quand même compter sur le soutien du Consulat général de France à Québec, donc qui a vraiment permis de concrétiser des actions pour les entrepreneurs d'ici vers le marché français. Donc, avec eux, on a bâti un programme Startup France, ça s'appelle, donc qui a permis à déjà 3 entreprises d'aller faire des incubations en France en direction tout d'abord de Paris, donc vers le 104 à Paris, qui est un autre de nos partenaires. Donc, je pense que c'est aussi ouvrir donc des possibilités. Donc, c'est pour ça aussi que pour nous, développer des partenariats avec d'autres incubateurs ou d'autres marchés, c'est quand même assez important parce que au Québec, vu la taille du marché, si une entreprise, une startup veut se rendre vers une croissance importante, elle n'a pas le choix de s'internationaliser. Donc, de créer des ponts déjà avec d'autres villes ou d'autres structures d'accompagnement à l'international, c'est une première façon de le faire. Puis, je pense qu'au Québec, il y a quand même le gouvernement du Québec qui met en place des initiatives qui permettent de faciliter ce genre de pont-là. Donc, c'est un premier début. C'est un bon, on met la table. Je vais passer la parole à Françoise Thomas, comme disons, pour peut-être, c'est quoi votre côté de la médaille dans cette relation-là avec Montréal? Comment vous avez choisi Montréal?
Puis qu'est-ce qui fait en sorte que, c'est quoi vos critères de succès peut-être et comment vous entretenez cette relation-là? Oui, en fait, avec Montréal, et avec le Québec, même de manière plus globale sur toute la province, on a vraiment des liens historiques qui se sont établis depuis plus d'une dizaine d'années, avec voilà, des valeurs qui sont communes, qu'on partage avec Montréal et qu'on retrouve autour de la filière justement des ICC. Et qui se traduisent vraiment très concrètement justement par la mise en place de partenariats. C'est le cas récemment avec Zoo, où là, on a vraiment quelque chose de très concret pour l'accompagnement des entrepreneurs et l'organisation S'il vous plaît, d'événements. se mettre en mute si vous n'êtes pas en train de donner la conférence. Merci. Je vais attendre que ça passe en mute. Ça vient de ACA TV Radio, là, qui ne s'est pas mis en mute. Merci beaucoup. Très apprécié. Vas-y, Françoise. Oui, donc oui, effectivement, je disais que voilà, de manière très concrète, on a justement ce partenariat avec Zoo pour proposer aux entrepreneurs voilà, un accompagnement et un suivi. Et puis, du côté de la ville de Nantes, on a eu aussi cette volonté de créer un bureau permanent à Montréal pour suivre sur place vraiment les entreprises, que ce soit les entreprises nantaises qui veulent se développer au Québec, mais dans le sens inverse aussi, pour suivre les entrepreneurs montréalais, les entrepreneurs québécois qui veulent se développer, qui s'intéressent à la région de Nantes. On est là aussi voilà, pour faire un suivi personnalisé sur place et lui suivre voilà, tout au long de leur projet. Et Maud en parlait aussi, on entretient en tout cas cette relation avec Montréal par justement des délégations que l'on organise voilà, une fois par an à peu près, donc même si ça a été un petit peu compliqué avec la période de pandémie en 2020, mais donc ce sont des délégations justement qui ont pour but de réunir vraiment toutes les entreprises, tous les acteurs culturels, tous les acteurs universitaires, de les réunir et de les emmener avec nous en délégation pour vraiment découvrir l'écosystème québécois, entretenir nos relations et renforcer nos relations, puis surtout essayer de construire de nouvelles, voilà, de nouvelles coopérations, de nouveaux partenariats. Donc, on avait une grande délégation en 2019 justement qui a permis d'avoir ce partenariat avec Zoo et on espère très fort pouvoir revenir en octobre 2021 si le contexte le permet. Donc, du 12 au 17 octobre, voilà, on prévoit de revenir en délégation. Splendide. Merci beaucoup, Françoise Thomas. Oui, Isabelle, je te vois. Est-ce que tu veux intervenir? Tu es sur mute en ce moment. Isabelle, tu es sur mute. OK, je vais vous laisser. Je te rappelle. Vas-y. Ouais, je disais, c'était extrêmement intéressant de voir comment non seulement on accompagne localement, mais comment on maintient les liens par rapport à l'écosystème de départ et que finalement le pont se fait comme ça. Donc, je voulais souligner cet aspect-là. Merci beaucoup de vos interventions. David, continue, je t'en prie. Parfait. En fait, je renvoie la parole à Raoul. Je serais curieux de voir un peu parce que là, Nantes et Montréal se sont comme choisis en partie. Il y a quand même beaucoup d'efforts et d'amour qui est mis dans cette direction-là. Raoul, quand tu penses au développement international de ton écosystème créatif, comment tu fais, quel choix tu fais, avec qui vous avez des relations privilégiées en ce moment? Parfait. Donc là, jusque-là, on est à part le continent où les pays africains, on est en train de se connecter sur le continent. Il y a aussi une forte connexion qu'on a créée. Ça fait un moment. On est même au point de sortir un produit avec les États-Unis, avec des acteurs des États-Unis et la France et en Belgique. Donc du coup, ce qu'on est en train de faire comme stratégie, c'est ramener ces écosystèmes de l'autre côté, ces acteurs de l'industrie culturelle et créative dans ces pays-là, les ramener sur le continent, leur partager les opportunités sur le continent, leur permettre d'entrer sur le marché plus facilement et de l'autre côté aussi, ramener ces acteurs africains sur ces écosystèmes, sur ces plateformes en dehors du continent. Là, il y a 2 semaines, on était en France, on avait ramené des acteurs rwandais et d'autres en France pour un festival. Et là, il y a des opportunités, il y a des connexions business qui se créent, etc., etc. Donc, en janvier aussi, il y a eu, avec d'autres partenaires en Tunisie et aux États-Unis, on a pu former des jeunes sur 10 pays. Donc, du coup, ce genre de connexion, ce genre de plateforme comme celle où on est aujourd'hui, permettent à ce qu'on puisse upskill ces acteurs de l'industrie culturelle, avoir des opportunités, avoir une ouverture un peu internationale et aussi pouvoir ramener ces opportunités sur le continent
aux acteurs internationaux. Merci beaucoup, Raoul. Jean-François Trubert, à l'Arbatide Rouge, est-ce que la réflexion sur l'internationalisation de vos entreprises est déjà bien avancée? Alors oui, tout à fait. En fait, on a un programme phare qui réunit 4 universités et 3 universités, pardon, et puis la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous a permis de créer un hub régional ICC avec Université Avignon et surtout Aix-Marseille Université, et de rejoindre un consortium européen qui s'appelle ICE, Innovation Creative Economy, et qui rassemble plus de 41 lead partners au niveau européen avec plus de 150 acteurs. Et sur ce projet-là, en fait, on a une logique un peu similaire, c'est-à-dire l'idée, c'est de favoriser l'innovation, le transfert de technologies sur tous les territoires. Et on profite de cette expérience qu'on a un peu unique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en particulier à Cannes, d'être une terre de festival et de pouvoir clusteriser dans un même lieu tous les acteurs, à la fois les acteurs économiques de la filière ICC, les acteurs culturels, et puis évidemment les formateurs. Et puis, Université Côte d'Azur, en parallèle, ça va vous faire plaisir, mon cher David, un partenariat avec l'Université de Laval au Canada, et donc pour la formation d'une unité mixte de recherche internationale sur le domaine justement de la création, des industries créatives. Et donc, on est fort de ces différentes relations qu'on mène au niveau de l'international et qui vont bénéficier aussi de tous nos partenariats et de notre écosystème d'entreprises qui nous suit désormais régulièrement par les initiatives que je viens de citer. Splendide. Donc, on va vous croiser bientôt à Québec, c'est ce que je comprends. Bah ouais, c'est ça, en fait. Ça marche. Il y a une initiative au TESIA aussi au niveau autour de la donnée qui est en partenariat entre Laval et l'Université de Nice. Super. Oui, tout à fait. Et on a une relation vraiment privilégiée avec Laval à l'Université Côte d'Azur. On va peut-être arriver à la conclusion, David, puisqu'on a prolongé, mais il est peut-être temps de conclure. C'est vraiment très riche. Peut-être un dernier mot de chacun avant cette conclusion. Mais en fait, ce que je propose, c'est, disons qu'on a fait un tour, fait que là, il y a Jonathan qui reste. Moi, ce que je propose, c'est que Jonathan peut-être donner 3 conseils comme entrepreneur à ses incubateurs, ses accélérateurs, ses écosystèmes. Qu'est-ce que tu as besoin d'eux? C'est gentil. C'est bien parce que, en fait, moi, j'ai la double nationalité. Donc, je suis français et je suis canadien. Donc, ma mère est française, mon père est canadien. Et malgré quand même toutes les initiatives qu'on a faites, que mes accélérateurs m'ont proposées, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour vraiment réunir le meilleur de la francophonie, on va dire, dans différentes expériences. Je ne pense pas que c'est nécessairement toujours de se rendre sur place. Je pense qu'on aurait besoin d'un genre de chat roulette des meilleures idées qui seraient poussées par tous les accélérateurs, et puis que ce soit les investisseurs, les utilisateurs, les généralistes, les curieux puissent consulter et se perdre un peu dans ces bonnes idées-là. Je pense qu'on a besoin d'un outil global commun qui nous aide un peu à découvrir des solutions innovantes, parce que le grand défi de toute idée innovante, c'est la commercialisation. Moi, j'ai été 20 ans directeur de création en charge de la commercialisation des produits pour toutes les plus grandes sociétés en Amérique du Nord, et je sais que c'est le plus grand défi des startups. Alors, pourquoi ne pas créer une plateforme commune qui nous aide à découvrir? Nous avons le village francophone pour le faire. On peut peut-être imaginer… Le village, c'est une belle activité, mais je pense que ça prend quelque chose de plus structurant, global, pas juste des meetings en présentiel ou semi-présentiel, mais une plateforme. C'est au-delà des échanges humains, je crois, qui serait poussé avec de l'argent public, parapublic, qui aiderait à découvrir ces différentes sociétés-là. Et puis, le pitch de 1,5 minutes n'est pas la recette miracle, malheureusement, pour faire connaître les services.
Je pense que Jonathan, ton idée est dans l'univers maintenant. Je te remercie. Je vous remercie tous. Peut-être, Isabelle, mot de la fin. Puis à partir de là, Alors, vraiment, vas-y. on a eu un panel très riche. On a été certes interrompu par Georges Gallo, mais ça va nous donner encore plus d'audience sur YouTube. Et, ouais, tu sais que Gallo… Marc Lionel a la manie de m'interrompre, il m'énerve. Et donc, je voulais tous vous remercier parce que ça a été très riche et qu'on voit qu'il y a un vrai travail de promotion à faire. Hein. Jonathan, je retiens ce que tu as dit, hein, qu'il faudrait qu'on pousse mieux tous et tous ensemble les meilleures solutions. Merci à tous. Je vais laisser la parole à Marc Lionel parce que de toute façon, il me touche tous les papiers, donc je ne peux même plus les lire. C'est ça, je te pique tes papiers, je suis méchant. Alors à chaque fois, tu accomplis des miracles. Non, je vais évidemment te remercier David. Vous remerciez tous. On ne travaille plus au village francophone avec les mêmes référentiels que dans des conférences classiques où une conférence classique, c'est 6 mois, 1 an parfois de préparation. Là, on a enchaîné. C'est le dernier événement d'une série. De 10 jours en 10 voilà, jours. en 10 jours. On n'est plus sur des formats. Enfin, je viens du monde aussi des médias, de la télé. On est sur les formats de préparation en figital, un peu plus que la façon dont la télé travaille avec des délais courts. Mais ça fonctionne et je voulais vraiment tous vous remercier pour l'état d'esprit, votre réactivité et puis vraiment la qualité. Hein. Depuis ce matin, ça a été vraiment phénoménal et ça finit en beauté. Et c'est vrai que moi, je suis en plus très heureux de voir que le pack québécois se renforce énormément. Et je voulais personnellement te remercier, David, et puis vous remercier tous. Mais David, tu as fait un énorme job. Et voilà, au nom de tous les collectifs et David du village, va continuer ce job hein, sur l'IA et le divertissement. Il va être notre référent là, sur cette question-là. Et tous, vraiment, il faut que vous restiez en lien avec lui. Maintenant, vous avez son mail et que vous le nourrissiez, vous le sourciez de vos innovations, de vos idées et de tout ça, parce qu'il va être un vrai leader sur ces questions-là. C'est ça. Prochaine étape dans la structuration du collectif IA, vous savez qu'on a 32 collectifs sectoriels, donc Smart City, mobilité, santé, éducation. Donc, si vous avez des velléités pour devenir les référents des 32 collectifs sectoriels dans l'IA, levez la main, quoi. On a vraiment besoin de toutes les bonnes énergies. Et ça, c'est notre devoir d'été. Et j'ai oublié, parce qu'il faut aussi remercier nos partenaires presse, et notamment ActuIA, qui est notre partenaire sur l'intelligence artificielle, qui a des espaces aussi pour vous. Si vous voulez publier dans ActuIA, demandez-nous, hein, on a des tarifs. Voilà. ActuIA, Planète FinTech, AKTV, merci Papy, et puis nos grands médias, TV5 Monde, l'ensemble des 30 partenaires francophones qui relaient. Tous ne sont pas sur le Festival de Cannes, mais ils sont quand même très nombreux. Et si vous avez, alors là aussi, hein, on veut vraiment, on n'est pas mauvais en partenaires européens, cherchons encore plus de partenaires africains et américains francophones. Et puis, la diffusion de nos travail collaboratifs, nos projets d'intelligence collective dans Strack Meilleur. Demain, on reprend avec un petit focus sur le livre « La transformation des librairies » en début de matinée. C'est un atelier hors panel. À 14h, Raoul, on compte sur toi avec, je vous promets, pas mal de réalisateurs africains. Demain, on va faire un focus sur l'Afrique et technologie, opportunités ou risques supplémentaires pour l'entertainment africain. Après, on aura un gros panel sur la 5G, son importance évidemment dans notre industrie. Et puis en fin d'après-midi, la deuxième session de pitch, Music Tech. Et là encore, on a assisté à une mise sur orbite. Et là, je remercie Pierre, merci tous ceux qui contribuent. Mais je crois que Jean-François a été recruté au passage d'ailleurs. Voilà, vous savez qu'on rejoint vite la famille du village francophone et évidemment, merci pour tout ça. Et donc, ça, c'est pour demain. Merci, il est tard, on va tous aller boire une bière, non hein, je crois. Ici, on est à Cannes, ça va être sympa, mais je pense que dans vos territoires respectifs, donc si on se reparle ce soir, c'est dans un apéro Zoom. Merci à tous. David, et à demain. bise. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous les panélistes. Merci David. Merci Isabelle. Salut Marc Lionel. Merci Marc Au Lionel. revoir, à bientôt.